Qu'est-on prêt à faire pour atteindre l'objectif de sa vie? Sauter jusqu'à en tomber d'épuisement? Supporter la chaleur? Apporter des cadeaux à un monstre effrayant? Ou même danser avec la mort? Quand on vit dans la nature, tout ce qui précède peut s'appliquer. Et on ferait n'importe quoi pour perpétuer sa lignée. Voici un jeune couple de lions. Quand ils sont seuls, ils peuvent s'accoupler jusqu'à 100 fois par jour. Oui, vous avez bien entendu, 100 fois par jour, pendant plusieurs jours d'affilée. Bien sûr, ils ne le font pas toujours aussi souvent. Parfois, par exemple, ils se mettent d'accord pour ne le faire que 50 fois par jour. La manœuvre ne dure que quelques secondes, mais ces quelques secondes se répètent encore, et encore, et encore, toutes les 20 à 30 minutes. Bien sûr, je comprends que produire autant de descendants que possible est le désir de tout animal. Mais, pauvre lion! Imaginez, vous voulez seulement vous détendre un peu, savourer de la viande d'antilope, mais non, c'est à nouveau l'heure de s'accoupler. Non, 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 non. En fait, les scientifiques pensent que le simple fait d'être un lion ne suffit pas à recevoir autant d'attention de la part des lionnes. Les animaux ont également leurs propres critères d'attirance, et un lion doit savoir se démarquer. Vous savez probablement ce qui attire les lionnes, c'est la crinière qu'elles regardent. Les animaux à la crinière plus longue et plus foncée sont plus mûrs, ils ont un taux de testostérone plus élevé, ils ont accès à une meilleure nourriture et ne sont pas blessés. En bref, c'est des vrais machos de la nature. Les autres mâles restent à l'écart de ces lions, tandis que les femelles, au contraire, tentent de s'en approcher. Quand on a développé une belle crinière, on peut considérer qu'on a la belle vie. Enfin, il y a quand même quelques inconvénients. La crinière d'un lion, en particulier si elle est longue et sombre, est sa principale source de chaleur, ce qui est un vrai handicap quand on vit au milieu de la savane torride. Les scientifiques ont même établi que la crinière raccourcit et devient plus fine pendant la saison chaude. Ça semble confirmer qu'elle expose son propriétaire à un excès de chaleur, et quand on est un lion macho, on est probablement très chaud, à tous les sens du terme. En général, on n'a aucun contrôle sur la taille de sa crinière. En voici un bon exemple. Au Botswana, 5 lionnes ont développé une crinière. Oui, des lionnes. Elles ont même commencé à avoir un comportement semblable à celui des mâles. Elles rugissaient plus fort, marquaient plus activement leur territoire et essayaient même de chevaucher d'autres femelles qui n'avaient pas de crinière. Il s'est avéré que la raison était un taux élevé de testostérone. Et comme je le disais, ça ne se contrôle pas par le pouvoir de la pensée. Mais en vérité, je pense que les lions ont de la chance. Avoir une troupe signifie qu'ils n'ont pas à se soucier de méthodes de séduction. Beaucoup d'autres animaux doivent faire de réels efforts pour ça. Steve et moi avons identifié 3 grands types de parades nuptiales dans le royaume animal. La première et la plus évidente, c'est de faire des cadeaux. Si quelqu'un s'y connaît en cadeaux, c'est bien l'araignée appelée Pisor admirable. Les mâles sont plus forts que les femelles, mais s'ils essaient seulement de s'accoupler sans apporter de cadeaux, ils se font dévorer. C'est pas une blague. Les chercheurs ont constaté que les araignées mâles sans cadeaux avaient 6 fois plus de chances de servir de dîner à la femelle avant l'accouplement. Et ça se produit indépendamment du fait que la femelle ait faim ou non. J'ai mentionné la faim pour une bonne raison, car les mâles apportent aux femelles des insectes soigneusement enveloppés dans de la soie. Les pisors aiment les cadeaux bien emballés. Pendant que la femelle est occupée à déballer l'offrande, le mâle fait son affaire. Bon, il arrive quand même qu'il soit dévoré après l'accouplement, mais d'un point de vue évolutif, il n'y a rien à dire. Attendez. Certains d'entre vous ont de la peine pour ces pauvres araignées qui peuvent être dévorées par leurs amantes. Mais les mâles pisors sont en fait de fiefés escrocs. Pourquoi s'embêter à trouver un vrai cadeau quand on peut utiliser un faux bon marché? Certains mâles rusés enveloppent dans la soie des restes de leur dîner, des parties non comestibles d'insectes, des graines, etc. L'idée est assez simple. Leur faire gagner suffisamment de temps pour procéder à l'accouplement avant que la femelle ne se rende compte qu'elle a été dupée. Selon certaines études, près de 70% des araignées apportent des cadeaux sans valeur à leur bien-aimé. Les manchots, eux, ne feraient jamais une telle chose, peut-être parce que leur cadeau romantique de choix est une pierre. Il faut admettre qu'il est assez difficile de fabriquer une fausse pierre, surtout quand on est un manchot. En général, les beaux galets sont très appréciés des manchots Papou et Adélie. Les premiers cherchent une pierre appropriée, puis la transportent dans leur bec jusqu'à l'élu de leur cœur. Si l'offrande plaît à la femelle, elle accepte le cadeau et s'en sert pour construire un nid. Et voilà, tout se termine bien. Les manchots Adélie sont allés plus loin et ont eu l'idée de voler des pierres. Voyez par vous-même. Construire un bon nid dans des conditions difficiles n'est pas une tâche facile, si bien que certains manchots choisissent le côté obscur et la voie du crime. Ils attendent que leurs voisins s'éloignent et retirent rapidement des pierres de leur nid.
Ces animaux n'ont aucune notion du concept d'honnêteté. Bon, la deuxième méthode, c'est la danse. L'araignée Pan sait parfaitement combien il est important pour les femelles d'avoir un compagnon doué pour la danse. Parce que si le mâle n'illumine pas la piste de danse, il sera mangé. Oui, c'est aussi simple que ça, et ça se passe toujours de la même façon. Le petit mâle doit tout donner pour impressionner la femelle. Il fait vibrer son abdomen, il déplie les volets latéraux, il relève les pattes, il se balance d'un côté à l'autre. Si ça ne suffit pas, la femelle attaque, mais le mâle est vraiment têtu. Il esquive et il se met à danser 2 fois plus intensément. Il emploie des mouvements plus complexes, il fait vibrer son abdomen différemment. Il fait vraiment de son mieux. Dans le meilleur des cas, la femelle abandonne et permet au mâle de s'accoupler. Les mâles les moins chanceux sont dévorés après coup. Mais les araignées sont en fait des créatures assez simples. Elles ont besoin de nourriture pour procréer. Alors pourquoi en chercher quand la nourriture est venue d'elle-même jusqu'à nous? Les animaux plus complexes, bien sûr, ne font pas ça. Ils sautent. Ok, en fait, pour les euplectes, sauter est aussi une sorte de parade nuptiale. Les mâles gazouillent bruyamment et sautent aussi haut que possible au-dessus de l'herbe. Ça met à l'épreuve non seulement leur capacité de saut, mais aussi leur endurance. Et c'est aussi très drôle à regarder. Contrairement aux danses exécutées par les alligators. Quoi, vous ne saviez pas que ces créatures dansent pour attirer les femelles? C'est sûrement parce que ça ne ressemble pas du tout à une danse, mais plutôt à une tentative d'effrayer tous les êtres vivants dans un rayon d'1 kilomètre. Le fait est que les alligators peuvent émettre des vagissements à basse fréquence. C'est ainsi qu'ils font savoir au monde qu'ils sont devenus sacrément gros. Ça signale aussi aux femelles qu'ils ont de bons gènes, qu'il serait opportun de transmettre à leur progéniture. Mais quand un très gros alligator vagit, il s'enfonce dans l'eau et celle-ci se met à rebondir sur son dos. Oui, le son est si puissant que ça. L'alligator vibre en quelque sorte, causant ce qu'on appelle la danse de l'eau. Et en parlant d'utiliser sa voix pendant la parade nuptiale, le 3e rituel d'accouplement est bien sûr le chant. Beaucoup d'espèces attirent les femelles en chantant, mais je trouve que c'est les baleines qui le font le mieux. Écoutez ça. Les baleines se fient beaucoup au son, car la vue et l'odorat ne sont pas très efficaces pour communiquer lorsqu'il y a un océan autour de soi. Le son voyage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Les baleines en profitent pour émettre des chants magnifiques et complexes pendant la saison des amours afin d'impressionner leurs partenaires. Les scientifiques ont même découvert que le plus long chant de la baleine à bosse dure 20 heures. Si ça ne suffit pas à impressionner la demoiselle, je sais pas ce qu'il lui faut. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que le chant des baleines obéit à certaines règles grammaticales. Elles ont même une sorte de syntaxe qui leur permet de combiner des sons et des phrases en mélodies porteuses de messages. Non, les chants de baleines n'ont rien à voir avec le langage humain et on ne peut pas les déchiffrer. Du moins, pas encore. Mais ne laissez pas ça vous décourager, les animaux eux-mêmes ont besoin de temps pour apprendre les chants nécessaires. Prenons par exemple les oiseaux. Manifestement, ils savent comment attirer les femelles avec leurs chants, et pas seulement les femelles oiseaux quand on y pense. Tout le monde aime écouter le chant des oiseaux. Certains oiseaux ont une bonne mémoire et ajoutent de nouveaux morceaux à leur répertoire tout au long de leur vie, alors que certains ne chantent que les chansons qu'ils ont apprises durant leur enfance. L'environnement est un facteur important à cet égard. Une étude réalisée dans les années 1950 a montré que les pinsons élevés en laboratoire produisent des chants anormaux. Go, 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 shorty, it's your birthday. C'est comme s'ils ne savaient même pas ce que c'est que d'être des pinsons. Si on expose ces oiseaux de laboratoire aux chants de leurs congénères sauvages, leur répertoire devient normal. Et il leur permettrait probablement de courtiser les femelles. Mais vous savez, je viens de lister les principales parades nuptiales dans la nature. Mais il y a des animaux qui ne se soucient pas vraiment de toutes ces bêtises, danses, chansons et cadeaux. Ils se débrouillent seuls. Et je ne parle pas d'organismes primitifs. Dans le Reef Headquarters Aquarium, Léonie, une femelle requin-léopard, a pondu des œufs qui ont donné naissance à 3 petits requins. Pourtant, elle n'avait eu aucun contact avec des mâles depuis 4 ans. Non, Léonie n'avait pas de réserve contenant la substance nécessaire à la reproduction. C'était bien ses petits et uniquement les siens. Les scientifiques l'ont soigneusement vérifié. Ils ont été très surpris, car personne n'avait entendu parler de parthénogénèse chez ces requins auparavant. La parthénogénèse est une reproduction asexuée, lorsque la femelle produit elle-même sa progéniture. Elle veut des enfants, elle les fait. Pratique. La capacité de se reproduire ainsi permet aux animaux de transmettre leurs gènes sans perdre d'énergie à chercher un partenaire.
Pour décrire ce processus en termes simples, la femelle mélange en quelque sorte ses propres gènes, créant ainsi des copies presque identiques d'elle-même. En fait, il existe de nombreuses nuances et subtilités. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et je ferai une vidéo sur la reproduction asexuée. Parce qu'il y a vraiment de quoi développer. Par exemple, si une femelle dragon de Komodo s'échouait sur une île déserte, elle serait capable à elle seule de peupler l'île par simple parthénogénèse. Enfin, ce serait une population un peu particulière, mais c'est une histoire pour un autre jour. À plus.